Bonjour et bienvenue à tous. Le débat, comme tous les matins, 9h30 à 10h dans l'émission Direct Gestion. Je suis en compagnie ce matin de deux gérants, François Chollet, le directeur de Montségur Finance. Bonjour François. Et Mathieu Bailly, le président d'Octoem. Bonjour Mathieu, donc président, directeur, mais également gérant. Messieurs, on va bien sûr commenter, se pencher sur les conséquences économiques de ces tragiques événements qui sont survenus vendredi à Paris. Évidemment, pour l'instant, pas trop de réaction du côté des marchés, en tout cas pas de panique comme on pouvait s'y attendre. Les marchés ont eu le temps, on le disait dans l'édito il y a un instant, de digérer la nouvelle pendant le week-end. Les marchés ont appris à être résilients. Oui, surtout les marchés craignent l'inconnu et malheureusement l'inconnu, nous n'y sommes pas. On a déjà vécu ces situations-là. Les marchés sont capables de se rappeler ce qui s'est passé. On a des modèles de valorisation du risque et de ce qu'on appelle de value at risk qui nous permettent de même calculer l'impact sur un portefeuille de tel ou tel événement qui s'est déjà produit dans le passé. Et donc malheureusement, aujourd'hui, malgré la gravité de ce qui s'est passé ce week-end, les marchés ont une réaction qui peut paraître un peu paradoxale avec une baisse relativement modérée, mais c'est simplement parce qu'on est dans un territoire malheureusement connu. On l'a vu, baisse. Les marchés étaient déjà tous fermés vendredi soir au moment des annonces de l'attentat. Seulement les futurs sur les S&P étaient encore actifs. Une baisse légère de 1%. Ça ne devrait pas faire tache d'huile, en tout cas ça ne l'a pas été sur les autres marchés. Mathieu Bailly. Non, c'est sûr, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on a des actes de terrorisme. Alors évidemment, ils n'étaient pas spécialement en France ou moins en France. Pour autant, c'était déjà quelque chose qui pesait sur les actes des politiques et sur l'économie, il y a quelques économistes qui calculaient déjà depuis un an ou deux que les anticipations ou les craintes de terrorisme pesaient déjà sur la croissance avec de l'ordre de 10 à 15 points à 0,15 points de PIB par an à cause de ça. Donc c'est vrai que c'est une matérialisation, mais finalement c'était déjà tangent. Oui, ça arrive à une époque où effectivement la France, je le disais, commençait à sortir la tête hors de l'eau. On a eu une petite augmentation sur le PIB, 0,3% au troisième trimestre. Le ministre des Finances, Michel Sapin, disait 1,5%. Je vous arrête un instant parce que petite augmentation, on a un PIB positif. On a pour la première fois depuis longtemps des chiffres d'affaires en croissance en Europe. Et surtout, depuis les publications du troisième trimestre, une réorientation à la hausse des attentes de bénéfices de la part du marché. Ça, c'est quelque chose qui est assez significatif puisqu'on a cessé de réviser à la baisse depuis le début de l'année toutes les anticipations de l'année dernière qui avaient été pour le temps cumulées en début d'année. Et là, ça repart dans le bon sens. À l'aune de ces publications-là, c'est quelque chose qui est assez notable, même en tenant compte de l'impact sur les matières premières. Donc, on est vraiment sur quelque chose de différent de ce qui se passe aux États-Unis. Et je ne cesse de le souligner, aux États-Unis, on a en permanence des révisions baissière des résultats et le peu de progression que l'on a de bénéfices aux États-Unis n'est pas lié à la croissance de l'activité du chiffre d'affaires, c'est généralement lié à l'optimisation des bilans, aux opérations de croissance externe, aux effets de levier d'endettement qui viennent améliorer Donc la croissance est plus saine en Europe, c'est ce que vous voulez dire? Non, on a de la vraie croissance. La vraie croissance, est-ce que justement ça peut être remis en question par ces événements Tout à fait. Malheureusement, par contre, elle n'est pas assez solide pour résister à des vagues qui seraient successives d'attentats ou par un changement d'état d'esprit qui prolongerait les Français dans, je dirais, une espèce de terreur qui modifierait les habitudes de consommation. Pour l'instant, moi, je n'y crois pas, mais je dirais c'est à chacun de regarder autour de soi et s'apercevoir si vous voyez autour de vous des changements de comportement, si vous voyez des gens qui consomment différemment, qui épargnent différemment, qui vivent différemment. Regardez dans les médias si vous voyez ce sujet perdurer plus de quelques semaines. Voilà, c'est là où ça va se mesurer. La période, elle est anxiogène. L'angoisse est bien évidemment quelque chose qui fait réagir les gens dans des proportions plus ou moins grandes. Si effectivement demain les gens ne sortent plus, ne vont plus dans les grands magasins, ne prennent plus les transports en commun et l'avion, forcément il va falloir alors justement prendre en compte un certain nombre de paramètres. On va voir les secteurs qui sont impactés, mais c'est vrai que qui dit risque, qui dit incertitude dit risque, qui dit risque dit souvent des décisions qui sont différées, soit par les chefs d'entreprise pour l'investissement, soit pour les consommateurs, et c'est l'ensemble de la machine économique qui pourrait se gripper. Pourtant le scénario, on l'a déjà connu malheureusement en janvier, ça ne s'est pas produit parce qu'il y a des forces puissantes, François Chollet le rappelait, le fameux triptyque qui s'est mis en place, les forces macroéconomiques sont là, est-ce qu'elles vont être à votre avis suffisantes justement pour contrer cet élément?
Le triptyque dont on parlait, c'était les 3 pays, c'est ça? C'est l'euro, Oui, l'euro d'accord. faible, l'énergie basse et évidemment le quantitative easing à l'œuvre. Le quantitative easing, déjà, européen, il continue, mais il ne faut pas oublier que celui des États-Unis pourrait s'arrêter. Et finalement, on est quand même dans une économie internationale. Donc les flux de liquidités qui rentrent aux États-Unis ou en Europe, c'est à peu près la même chose in fine, puisque les banques européennes n'investissent pas uniquement en Europe avec ce qu'elles ont, et de même pour les banques américaines. Le problème qui risque d'y avoir, c'est que c'est une hésitation en fait comme disait François il y a 5 minutes, ce qui inquiète les marchés, c'est l'incertitude, et pour le moment c'est l'hésitation de la banque américaine à savoir si oui ou non ils sont dans une économie suffisamment solide pour arrêter le quantitative easing. À la limite, s'ils disaient oui et qu'ils relevaient un peu les taux, ça pourrait limiter un petit peu la volatilité. Selon moi, la volatilité restera quand même assez forte, quoi qu'il arrive, que ce soit à cause d'événements géopolitiques ou d'événements économiques. La liquidité est trop forte et l'incertitude trop importante aujourd'hui chez les agents économiques et les gérants pour que ça se stabilise. Au niveau de la volatilité. Au niveau de la volatilité, oui. En revanche, au niveau de la décision de Mme Yellen, on sait que finalement c'est sa dernière fenêtre de tir, décembre, pour remonter les taux. La dernière fenêtre de tir, je ne sais pas. En tout cas, en 2015. Elle serait effectivement complètement décrédibilisée si elle ne procédait pas à cette remontée de taux qui, à mon sens, aurait dû intervenir il y a bien longtemps aux États-Unis. On a un peu trop traîné. Mais est-ce que c'est un problème majeur? Non. On peut très bien remonter les taux et puis pratiquer d'autres mesures de quantitative easing plus tard. Enfin, je veux dire, ce qui est à risque et ce qu'on a vu récemment sur les marchés, c'est que pour la première fois, le fait qu'elle ne monte pas les taux a été sanctionné par le marché. C'est-à-dire que c'était une réaction inverse à ce qui pouvait être anticipé pour les précédentes fois où on craignait une remontée de taux qui fasse baisser les marchés. Et là, en l'occurrence, c'est la non-remontée des taux qui a fait baisser les marchés significativement en septembre. Donc, je crois que cette fois-ci, il est temps d'agir. Les marchés attendent simplement un signal de confiance sur la santé de l'économie américaine. Et je crois que cette santé est excellente. Les chiffres du chômage ont été publiés. Ils étaient très bons. On est dans c'est le moment ou jamais. On est un cycle qui a déjà plus de 6 ans d'existence. C'est très long. Il n'est pas complet, c'est-à-dire que le cycle d'investissement n'est pas arrivé à son paroxysme comme on peut connaître en fin de cycle généralement, mais c'est un cycle un peu atypique, mais il ne peut pas durer non plus éternellement, et il ne faudrait pas qu'on se retrouve face à un retournement de conjoncture américain dans une situation où la Banque centrale se retrouve avec des taux zéro, dans l'incapacité de redonner de la confiance et un coup de pouce à l'économie face à un besoin de surinvestissement. Alors les chiffres de l'emploi, on les rappelle, au mois d'octobre, 271 000 nouveaux emplois, le taux de chômage en baisse à 5%, un taux d'emploi aussi élevé, mine de rien. Donc du coup, c'est vrai que Janet Yellen a pratiquement toutes les cartes en main, sauf l'inflation. Et là, on sait qu'il y a toujours des pressions déflationnistes qui sont à l'œuvre. Sauf l'inflation et sauf les pays qu'on dit encore émergents comme la Chine, qui ne jouaient pas auparavant dans la balance américaine, puisque c'était la dernière fois qu'ils ont remonté les taux, ces pays étaient encore d'importance limitée pour l'économie. Aujourd'hui, ils prennent en compte, quoi qu'ils en disent, les autres pays, et ils voudraient aussi éviter ce qu'ils ont fait en fin des années 90, commencer une remontée des taux et être obligé de l'arrêter en cours de route parce que crise asiatique. Et là, la crise asiatique, si elle avait lieu aujourd'hui, serait un peu plus forte qu'elle ne l'était encore à la fin des années 90. Le problème qu'il risque d'avoir, c'est de ne pas réussir à les monter suffisamment, parce que 0,25 ou 0,5, ça ne changera absolument rien d'un point de vue économique, hormis pour quelques emprunts immobiliers. Mais 0,25, c'est quand même assez faible. Et donc il risque de commencer une remontée et de ne pas avoir le temps de les remonter à 3 ou 4, bien qu'ils aillent vite, et de finalement être obligé de s'arrêter en cours de route, ne pas avoir de cartouche, mais ne pas pouvoir non plus les rebaisser tout de suite, parce que on ne peut pas baisser de 0,25 à 0, ça n'a pas d'impact. C'est le rythme maintenant du resserrement qui va être ausculté par les marchés. Je partage cet avis. En fait, il faut constater, parce que parfois c'est nécessaire, de dire qu'une banque centrale américaine aujourd'hui n'a pas la visibilité à très long terme.
Et donc on peut l'accepter. Le monde est devenu plus rapide, il est difficile pour une banque de s'engager sur une remontée de taux à un horizon de 2 ans, tout simplement parce que la conjoncture économique à 2 ans, ni Madame Yellen ni nous-mêmes sont capables de l'imaginer. Et donc, est-ce qu'il faut pour autant craindre une phase de remontée des taux qui soit un peu stupide à la manière de celle qu'on a connue en Europe, je dirais au sommet des marchés en juillet 2007 de mémoire, ou 2008, je ne sais plus, la dernière en tout cas de M. Trichet, oui, c'était en 2008, pardon. Je ne crois pas. En revanche, l'idée de remonter les taux, il n'y a aucun caractère définitif derrière cela, et encore une fois, si jamais d'autres événements extérieurs venaient se produire sur la croissance américaine, je pense qu'il serait tout à fait envisageable de retrouver en face de cela soit des premières mesures de baisse des taux, soit des mesures tout simplement techniques de quantitative easing ou de tapering qu'on a pu connaître. Voilà. Ce qui bouleverse la remontée des taux, ce sont les anticipations de la part des agents économiques sur la courbe des taux. Et ceci, ça s'est largement normalisé déjà depuis les 4 derniers mois, avec des taux américains qui rémunèrent aujourd'hui bien mieux que les taux européens le risque, et la durée. C'est quelque chose qui n'était pas le cas il y a une petite année, et c'est de nouveau le cas. On a une structure qui me paraît tout à fait normale, et si vous avez besoin de porter du dollar, aujourd'hui je porte du dollar en étant investi sur les taux US, avec une rémunération qui me paraît tout à fait honorable, notamment si vous sortez des taux d'État pour aller sur les taux des entreprises corporate. On a une rémunération qui est tout à fait correcte, alors qu'en Europe parfois on est dans un schéma où le risque des corporates n'est même plus rémunéré. Ouais, ça s'explique aussi par le différentiel des économies qui ne vont pas tout à fait à la même vitesse. Et ça s'explique par d'autres critères aussi, puisque finalement il y a des émetteurs qui ont exactement la même, une souche à peu près équivalente en maturité, des souches équivalentes en seniorité aussi, et qui rapportent beaucoup plus en dollars qu'elles ne rapportent en euros, y compris si on supprime l'effet courbe de taux. Si on prend un émetteur comme Arcelor ou CGG, il peut y avoir entre 3 et 12% d'écart de taux entre deux souches équivalentes. Donc c'est aussi que la prime de risque aux États-Unis est beaucoup plus forte sur les corporates que chez nous. La même obligation, mais qui code dans les deux devises, dans les deux pays. Messieurs, je vous propose de faire une pause et ensuite on va se pencher justement sur ce ralentissement économique en Chine qui a des impacts, qui commence à inquiéter d'ailleurs les bourses européennes et bien sûr les conséquences économiques des attentats. Quels secteurs vont être impactés? Ce sera dans la deuxième partie du débat. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.